Et le parti du Soudan communiste, il est un parti de Blue View, parti communiste en Afrique, et c'était fondé en 1946. Et moi, je vais parler un bout de l'histoire de notre pays, et je vais te poser des questions à vous aussi. Est-ce que vous connaissez le Soudan? Vous connaissez le Soudan un petit peu, non? Parce que, voilà. C'est un pays au corps de l'Est d'Afrique. Et c'est un pays derrière le grand barrage de l'Égypte. Et c'est un pays autour du pays, il y a 7 pays africains. Le Tchad, vous connaissez parce que c'est un ancien colonial française, aussi l'Afrique centrale. Et certains pays aussi, et la Libye, et maintenant aussi le sud du Soudan, parce que l'impérialisme, ils ont divisé le Soudan en 2 pays, Soudan du Sud et Soudan. Et vers voilà, vers l'est, on a la Tupie et la mer Rouge. La mer Rouge qui fait la frontière entre le Soudan et l'Arabie Saoudite, dans la région. Le Soudan, c'est un pays, franchement, est connu comme un pays résistant de la colonialisme. Ils ont commencé à résister à partir de 1924 contre les Angolais. Ils ont occupé le pays de 1898 et pendant 20 ans, 22 ans, ils ont commencé à résister contre les Angolais. Les Angolais ont fondé une armée, ça s'appelle maintenant l'armée du Soudan. C'était fondé par les Angolais. En 1925, contre le mouvement populaire pour arrêter la révélation. Par contre, à l'époque, c'était pas passif, c'était militaire. Et puis, moi, je vais résumer, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je vais résumer la situation dans 3 étapes. Chaque étape pendant 5 minutes, comme le dit le camarade, 15 minutes maximum. Voilà. Et le Soudan, ils ont obtenu l'indépendance en 1956. Et si un pays connaît l'Angolais, les Angolais, ils sont construits d'économie qui n'ont jamais lâché le système colonial, le système impérialiste. Ils font un grand projet agriculture, grand projet en Moyen-Orient, il s'appelle projet de Jazeera, qui surface de 2 millions d'acres. Cet projet, actuellement, il est fait pour l'enchère en Angleterre. Il produit l'agriculture de coton, et le coton, il vient directement. Et l'époque avant le pétrole qui est sorti après. Et aussi, on a aussi le 3e facteur qui était intéressé pour l'impérialiste, c'est l'or. Et la chose qui est très importante et qui est durable, c'est la surface agriculture du Soudan et le loup. Le Soudan était un pays de sources énormes. On a 9 rivières. On a le Nil qui fait 6000 km, traverse le pays du sud jusqu'à la Méditerranée. C'est un pays très riche. La dernière rapport de l'Organisation nationale de l'alimentation, et il estime que le Soudan, si on a exactement servi les terrains arables du Soudan, on peut nourrir 1,5 milliard de population du monde. C'est pour ça l'impérialiste met le main dans notre pays. Le Soudan, c'est un pays qui a connu 3 révolutions populaires. 1964, c'est une révolution populaire renverser le régime dictature. Et 3 ans de l'état civil, il y a un coup d'État. Et Jafar Nimer, en 1969,
Et ça a duré à 16 ans jusqu'à 1985, une autre révolution populaire, renverser le régime, le gouvernement civil 3 ans avant les élections pour le peuple qui choisit leurs dirigeants, choisit leur gouvernement, un coup d'État encore, mais cette fois c'est un coup d'État islamiste avec le général Omar Béchir, derrière lui c'est le frère musulman. Ils ont occupé le pays jusqu'au maintenant. Jusqu'au maintenant, je dis ça parce que le 2018, décembre 2018, les peuples sont révoltés, ils continuent de révolter jusqu'au maintenant. Je dis parce que le système, la structure, c'est toujours là. Structure impérialiste qu'il suit exactement comment servir les ressources du pays et comment servir les dirigeants du pays. Comme dit tout à l'heure le camarade Roma, et voilà, les crises impérialistes, ça présentait son vrai visage dans le zone du Bob de Sud pour qu'il puisse avoir nourrir. Quand on voit aujourd'hui, comme elle a dit Roma tout à l'heure, c'est clair par tout le monde, on ne cache pas, on sortit le véritable visage, on vient là pour prendre la richesse du pays, c'est comme ça. Comme elle a dit Trump devant tout le monde, même avec l'OTAN, il n'a pas caché. Et là maintenant au Iran, il vous dit, comme je fais à Venezuela, je vais mettre les mains aussi dans le carrage, l'île qu'il y a produit le pétrole iranien. Moi, on retourne au Soudan, le sujet du Soudan. Les populations soudanaise sont révoltées décembre 2018 contre le système. Ils veulent le changement fondamental et le masse populaire, ils ont cassé les forces d'armée, les forces de sécurité. Ils ont arrivé jusqu'à la siège principal de l'armée. Ils ont installé là-bas. Ils demandaient de soutenir le régime. Et le comité de sécurité de le pays, ils ont simplement fait sauter la tête, Omar al-Bashir, mais ils gardaient le même système et écrasaient le peuple avec les forces militaires, beaucoup de jeunes qui sont morts. Et par contre, cette révélation soudanaise, si continue jusqu'au maintenant, je dis pas, c'est une révélation féminine. Les femmes sont participées, 75% de manifestants sont des femmes soudanaises, des jeunes entre 16 ans et 29 ans. Et la révélation continue jusqu'au maintenant, je dis pourquoi. Parce que le 2022, il y a un coup d'État contre le mouvement populaire pour qu'il puisse arrêter ça. Aussi, le manque de force, les peuples continuent de révolter. Et aussi beaucoup de victimes, beaucoup de morts, beaucoup de blessés, beaucoup d'handicapés maintenant. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur vue et perdu leurs mains grâce de lacrymogène, grâce de la balle réelle, directe. Aussi, on a beaucoup de pertes. 2023, avril 15, déclencher la guerre contre eux. L'armée et la sécurité. Et il y a des forces qui s'appellent les forces rapides. Bara-armée, c'est pas une armée qui était fondée par Omar al-Bashir, l'ancien dictateur, contre l'armée. Ils font la guerre, mais c'est la guerre fabriquée contre le peuple. L'armée sont bombardées la peuple dans leur maison. Il faut simplement sacher le peuple de la capitale. C'est ce qu'ils font. Il y a 11 millions de personnes déplacées et 3 millions sont partis à l'étranger. Voilà, les réfugiés au pays autour du Soudan. Presque 15 millions de personnes sont quittées leur zone. Et toujours, par contre, on a des résistants à l'intérieur. On a créé de réseaux de solidarité interne. Voilà, le peuple soudanais, ils ont accueilli les déplacés chez eux. L'ONU, elle intervenir pas du tout. Et par contre, il y a une histoire sur l'impérialiste. Quand les gens sont révoltés, ils ont réussi à faire sauter la tête. L'ONU, elle a venu au Soudan. Ils ont un siège permanent. Et le siège permanent, c'est Volker. Peut-être vous connaissez, c'est un Allemand d'origine syrienne, je pense.
Il est venu là-bas, dans son bureau permanent. Il y a beaucoup d'organisations internationales intervenir au Soudan, comme dit tout à l'heure Roma, pour changer les mentalités des jeunes. Et peut-être on va avoir des solutions avec eux si la crise impérialiste. Et ils font beaucoup de stages pour les jeunes. Et les jeunes, chez nous là-bas, ils sont comprendre, bien conscients. Ils sont créés de zones de résistance, du quartier, du comité de résistance du quartier. Après, c'était développé pour le comité de résistance du pays. Et toujours le lutte là, et toujours le Soudanais, ils ne sont pas acceptés. C'est ce qui se passe. Ils ont font à lutter, ou continuent de lutter, pour avoir au moins avoir la paix, pour qu'ils puissent avoir leur ventilation et leur changement radical. Et ça, par contre, ça arrive quand on a à voir de la solidarité. C'est pour ça que je suis là. Je veux demander solidarité populaire. Nous sommes au Soudan en train de crier l'offrande populaire contre l'impérialiste, contre le système de régime de la coloniale, aussi anti tout le moyen, le mouvement de l'impérialisme dans notre pays. Où toujours là, on cherche aussi la solidarité populaire. Ce n'est pas la solidarité des dirigeants, parce qu'on sait bien les dirigeants, ils sont là pour qu'ils puissent ramasser les ressources du pays du Sud. Moi, quand je dis pays du Sud, et maintenant, ça commence aussi le monde entier. Parce que quand vous savez là, il y a des contradictions maintenant entre le centre du capital qui est fondé depuis l'année 1493, je dis ça, et l'époque de le George XV, voilà, qu'il a décidé de faire le crier de l'État moderne et l'époque. Voilà. Et avant le Vestivalia, voilà, Vestivalia c'est 1960, 1900, 1493. Voilà. Et l'impérialiste, ils ont... Pardon, merci. Stop. Ok. Mais c'est ce que je vais le dire là. Le peuple soudanais, franchement, il a besoin du soutien du populaire. Pour faire ça, pour arrêter le développement d'impérialistes, il faut lutter populaire. Et moi, je pense la paix mondiale, il vient quand on lutte tous, mais en lutte populaire. C'est pas une lutte de dirigeants, c'est pas une lutte de les gens qui étaient au pouvoir, franchement, parce que les gens au pouvoir, tout le temps, ils pensent comme quoi à leur côté et comment voler les populations. Et merci beaucoup. Et là, par contre, je suis là s'il y a des questions sur le Soudan, plus d'explications, il n'y a pas de problème. Merci. Merci beaucoup, camarades. Maintenant, on a la chance d'avoir du coup Augusta de la dynamique unitaire panafricaine du coup qui va pouvoir présenter son intervention. Dur, hein. J'appréhende déjà qu'on me mette la feuille devant moi parce que j'ai rédigé pas mal de pages. Non, bon, je vais essayer de balayer, de balayer au maximum mon propos. Moi, j'ai souhaité intervenir sur la France-Afrique en tant que maillon du système impérialiste, un des maillons du système impérialiste, et décrypter la France-Afrique. Bon, alors je vais essayer de le faire de façon très ramassée. Alors, le premier sommet de la France-Afrique, c'est 1973. En fait, à peu près une décennie, un peu plus d'une décennie après les indépendances en Afrique. Et le sommet de la France-Afrique donc, se tiendra régulièrement, puisqu'il faut préserver et consolider les intérêts impérialistes français au niveau de l'ensemble du continent. Donc ça a été le prélude aussi à beaucoup de sommets. Ça a donné des idées à beaucoup d'autres forces impérialistes, notamment le Japon, la Turquie, les États-Unis, même des pays, bon, en tout cas pour nous qui ne sont pas impérialistes au sens où on définit traditionnellement l'impérialisme, donc la Chine, la Russie, l'Italie.
chacun de ces pays-là, qui ne sont pas, je les mets à part, hein, la Chine et la Russie, je les mets à part, mais chacun a son sommet avec le continent africain. C'est une manière de dire comment on va avoir notre part du gâteau, parce que c'est quand même ce dont il s'agit. Et les particularités, par contre, du sommet France-Afrique, c'est qu'il s'appuie sur un ensemble de réseaux économiques, militaires, monétaires, et ça a été défini, vous connaissez certainement, Xavier Verschave, dans son livre « La France-Afrique, le plus long scandale de la République », qui est paru en 1998. Donc c'est un système opaque de corruption, de clientélisme, d'intervention politique. Lors des 60 dernières années, on décompte 52 opérations militaires des troupes françaises sur le continent africain. C'est désormais dans le cadre des mandats internationaux. Maintenant, ils ne le font plus directement, seuls. Ils le font dans le cadre de mandats internationaux. C'est plus simple, comme en Libye, par exemple, où ils ont réussi, en Mondovision, on a assisté à l'assassinat, à la capture et à l'assassinat de Kadhafi. C'était la France, c'était Sarkozy qui était derrière. Mais il a, avec l'aval de l'international, des Nations Unies, etc. Donc c'est... bien que depuis 2025, il n'y ait plus de présence militaire, la coopération militaire se poursuit de façon multiforme à travers la formation, le renseignement, la vente d'armes, la sous-traitance avec d'autres forces. En Côte d'Ivoire et au Gabon, les bases militaires françaises se sont transformées en camps partagés. Donc ils s'adaptent parce que comme effectivement il y a une revendication populaire très forte demandant le retrait des troupes françaises en Afrique, on s'adapte, on trouve des formes nouvelles pour se maintenir, y compris politiquement bien sûr, mais aussi militairement. À ce jour, on dénombre 21 accords de coopération militaire entre la France et les pays africains. 11 accords de défense ou accords de partenariat de défense, plus opaques les uns que les autres. 9050 militaires sont déployés dans les territoires dits d'outre-mer. Alors ça, c'était d'autres camarades de Ubuntu a parlé longuement de cela, mais je me permets de revenir dessus parce que c'est un des éléments essentiels qui fonde vraiment la force de l'empire impérialiste et colonial français. Donc je me permets de revenir dessus. Donc 9050 militaires sont déployés dans les territoires dits d'outre-mer, aux Antilles, en Guyane, Mayotte, La Réunion, Nouvelle-Calédonie, Polynésie. Et ça, c'est vraiment essentiel. Lien étroit entre les chefs d'État amis, parfois installés par la France, soutenus ou alors éliminés lorsqu'ils tentent une orientation un tant soit peu souverainiste, ou clairement, n'en parlons pas, quand il s'agit de rompre avec le système impérialiste et colonial, là alors, on n'hésite pas à éliminer purement et simplement ceux qui sont au pouvoir. Des accords de défense permettant à Paris d'intervenir militairement ou pour stabiliser ou sauver les régimes alliés. Par exemple, l'opération Manta au Tchad en 1983, Serval au Mali en 2013. Tout ceci s'appuyant sur des réseaux officieux, des services de renseignement et des relations personnelles symbolisées par la cellule africaine de l'Élysée. Chacun se souviendra pour les plus anciens de Focard. Hein, je pense que vraiment, bon, peut-être que les plus jeunes ne connaissent pas, mais ça a été un des piliers de la France-Afrique, de Gaulle jusqu'à Chirac. Je crois que la fin, c'était Chirac, me semble-t-il. Et donc, c'était un des piliers, un des éléments, un élément central du système france-africain. Sur le plan économique, les liens coloniaux sont imposés dans le précaré français, et notamment à travers les multinationales françaises, qui sont dans tous les domaines. Alors, ils vont vous dire qu'ils ont perdu du terrain. Certes, la concurrence inter-impérialiste n'a jamais été aussi vive et aussi forte depuis des décennies que ces derniers temps. Mais ils restent extrêmement présents, non seulement dans le précaré, là, parce qu'ils sont dans tous les domaines. Alors, ils vont vous dire, oui, mais il y a tel autre pays, il y a tel autre pays. Mais les autres puissances impérialistes sont souvent sur des créneaux ciblés,
Alors que, à la différence de la France, qui est quasiment dans tous les secteurs de l'économie des pays. Alors, l'agroalimentaire, l'extraction, bien sûr, des matières premières, dans le bois, le pétrole, le gaz, les transports, l'énergie, l'eau, les essais pharmaceutiques, équipements automobiles, médias, création de logiciels, distribution, aéronautique, secteur du service, restauration. Dans tous les domaines, les multinationales françaises se trouvent impliquées dans l'économie, bien sûr de son précaré, mais au-delà de son précaré, je vais vous l'indiquer, et notamment au Kenya. D'où le choix du Kenya pour faire le prochain sommet France-africain. Des groupes comme Danone est présent sur 4 pôles, produits laitiers et d'origine végétale, présent sur plus de 120 marchés. Danone s'est implanté en Afrique de l'Est et a racheté 40% du groupe kényan Brookside, ainsi que le fromager égyptien. Donc voilà, Danone au Kenya. LVMH, le groupe est présent dans 5 secteurs du luxe, dont les vins spiritueux, etc. Et dans de nombreux pays africains, évidemment, puisqu'on a des bourgeoisies compradors qui aiment le luxe, et par conséquent, évidemment, il faut qu'ils puissent accéder facilement à ces produits de luxe. Pernod Ricard est présent dans 13 pays d'Afrique, dont au Kenya. EDF exporte son savoir-faire dans le nucléaire, est présent au Togo, au Kenya, en Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Sénégal, Zambie, Cameroun. Énergie Africa, un des principaux acteurs des services de gaz naturel et d'énergie, plus de 50 ans d'expérience, heureusement. Hein. C'est pour ça que à peine 23% des peuples africains sont électrisés. Hein. Ils sont là depuis 50 ans quand même. Hein. Mais bon, 23%. Hein. Donc vraiment, bravo, chapeau. C'est un exploit. Et pareil pour l'eau. Veolia Africa, présent dans 15 pays, assure le traitement des déchets et des eaux usées. C'est pour ça que vous avez des monceaux de détritus partout dans toutes les capitales africaines et que là encore, un pourcentage infinitésimal de population accède à l'eau potable. Hein, vous voyez, ils sont installés depuis 50 ans et après ils s'étonnent évidemment que même dans le cadre des régimes néocoloniaux, les gens choisissent la Chine. Évidemment, c'est très étonnant, en effet. Ça fait 50 ans que vous êtes là. C'est comme la défense. Hein. Ils étaient censés être au Mali pour arrêter les forces terroristes, etc. Mais évidemment que ça n'a rien empêché et que les forces terroristes étaient quasiment à la porte de Bamako quand les Maliens ont dit stop, ça suffit, la mascarade, on arrête de jouer. Total Énergie présent sur le continent depuis 90 ans. 90 ans, et dans une quarantaine de pays, cette multinationale a régulièrement contribué à la déstabilisation politique en RDC à de nombreuses reprises ou a contribué au soutien des régimes les plus inféodés à l'impérialisme. Total Energy a investi dans la production d'énergie basée sur le biocarburant, le pétrole, le gaz naturel, le gaz vert. Alors, si des camarades ou des personnes avaient des illusions ou sur l'intérêt ou le bienfait de l'intervention économique des entreprises sur le continent, vous voyez en fait ce qu'il en est. Hein. Environ 5000 entreprises françaises implantées en Afrique génèrent un chiffre d'affaires de près de 100 milliards d'euros. Malgré une concurrence accrue, la France demeure le 2e investisseur sur le continent après la Grande-Bretagne. Le Kenya constitue environ 120 entreprises sont installées au Kenya et sont le point d'entrée du marché du commissariat à l'énergie atomique dans les domaines de l'énergie nucléaire, notamment énergie renouvelable et applications militaires. En fait, le Kenya constitue un hub stratégique pour l'accès au marché de l'Afrique de l'Est, notamment pour la fibre optique, les télécoms, le tourisme, l'agroalimentaire, l'énergie, la gestion de l'eau ou l'urbanisation. Donc vous voyez d'où l'intérêt du Kenya pour la France aujourd'hui. Effectivement, elle se tourne vers l'Afrique de l'Est parce que du point de vue des infrastructures, du point de vue d'un ensemble d'éléments permettant au capitalisme de bien pénétrer, de bien s'installer, ils sont plus avancés qu'en Afrique centrale, par exemple, ou qu'en Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est plus juteux de s'installer en Afrique de l'Est. En plus de cela, ils sont beaucoup plus contestés, évidemment, comme ils ont une mainmise absolue sur l'Afrique centrale et sur l'Afrique de l'Ouest.
où était l'empire colonial français, où est toujours l'empire colonial français, évidemment, c'est plus facile d'aller vers une région où ils n'ont pas été les colonisateurs directs. En 2024, une délégation de 8 entreprises françaises sont venues à Nairobi, le patronat français considérant que le Kenya peut être le point focal pour de nombreux projets dans la région, notamment en Tanzanie, en Ouganda, au Rwanda, en Éthiopie, à Djibouti, grâce à la passerelle de la langue. On y parle anglais, mais aussi le swahili. La Banque publique d'investissement a signé un protocole d'accord stratégique avec l'institution financière kenyane Equity Bank Group. En 2020, Macron avait encouragé les entreprises françaises à investir dans ce pays. Un responsable d'Afrique de l'Est chez Banque publique d'investissement France déclarait « Les entreprises françaises ont historiquement favorisé l'Afrique de l'Ouest en raison de la proximité linguistique et monétaire. Pourtant, l'Afrique de l'Est présente une profondeur de marché remarquable avec des taux de croissance supérieurs à ceux de l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. » Donc voilà un peu ce qui peut justifier et expliquer que le Kenya soit un lieu de choix. Oh là là, oui. Bon, 5 minutes. Bon. Je voulais parler un petit peu de je ne sais plus comment. Je suis déstabilisé là. Non, simplement vous dire que Bolloré demeure le symbole de cet empire, présent partout en Afrique. Il a bâti l'essentiel de sa fortune en contrôlant tous les ports du continent, qu'il a revendu en 2022 en faisant une plus-value colossale de 5 milliards. Et maintenant, il s'est reconverti, y compris sur le continent africain, dans les médias, avec une télévision payante et la vidéo, donc sur l'ensemble du continent. Et il reste très présent dans le secteur des plantations, palmiers à huile et EVA. Alors, j'essaie de... Alors, il y a le franc CFA. Parler du franc CFA, c'est 14 pays. Alors, en sachant qu'il y a 3 francs CFA. Il y a le franc CFA pour l'Afrique centrale, le franc CFA pour l'Afrique de l'Ouest et le franc CFA pour les Comores. Et ces 3 CFA ne sont pas compatibles, ne sont pas convertibles. Ah bah oui, des fois que ces peuples-là veuillent convertir leur je serais quand même exagéré, non mais quand même. Donc vous voyez un peu la monstruosité et le machiavélisme du système. C'est-à-dire que non seulement il crée un franc CFA, il faut savoir que le franc CFA est produit à Chamalières, la monnaie est battue à Chamalières, les billets sont fabriqués à Chamalières, que les réserves d'or sont à Chamalières, en termes de devises, parce que en fait la garantie c'est les réserves d'or qui sont gardées ici en Banque de France, et tout cela, évidemment, vous vous étonnez, pour même des pays véritablement souverains et qui seraient dans une perspective de rupture avec le capitalisme, qu'on ne puisse pas construire un pays, une économie dans ces conditions-là. Quand vous avez toutes vos devises qui sont chez l'ex-colonisateur, eh bien, c'est très compliqué. Donc, voilà. Donc, il y a ça en plus. Ça parachève le système. Et que vous dire d'autre d'important donc, les avoirs, c'est 2500 milliards de francs CFA conservés hors d'Afrique par la Banque de France. C'est 50% des réserves de change qui sont conservées à la Banque de France. Et alors, l'une des conditions de survie aussi de l'impérialisme, c'est de mater les peuples. Il faut mater les peuples coûte que coûte. C'est l'une des garanties de maintenir le système néocolonial au service de l'impérialisme, du capitalisme, et de les empêcher de s'exprimer, de manifester, de s'organiser, de réfléchir librement et d'envisager des solutions alternatives au capitalisme. C'est ce qui se passe sur pratiquement l'ensemble du continent. L'ensemble du continent est aujourd'hui a vraiment le genou sur son cou, parce qu'on ne peut pas s'organiser librement, on ne peut pas manifester librement. C'est dans toutes les constitutions, vous diront le droit de manifester existe, le droit de s'organiser existe, etc. Mais c'est bafoué systématiquement. Donc, on est à un continent où il y a un nombre de prisonniers politiques énorme, qui vivent dans des conditions absolument invraisemblables. Et un pays comme le Cameroun, dont je suis originaire, pour le port d'un t-shirt comme celui-là,
vous pouvez passer 18 mois en prison et vous passez devant un tribunal militaire. Systématiquement, vous passez devant les tribunaux militaires pour juger d'un acte qui appellerait, selon eux, à la rébellion et à la révolution, à la contestation, etc. Donc, comment construire des perspectives ? Les travailleurs, les paysans, la jeunesse se mobilisent de manière sectorielle. Pour le moment, c'est ça. La tâche qui nous incombe, c'est une lutte coordonnée pour desserrer les taux de la répression, la lutte pour les prisonniers politiques et leur libération. Et la construction d'organisations véritablement alternatives qui proposent un système véritablement en rupture avec l'impérialisme, le colonialisme et le capitalisme, bien évidemment, en permettant au peuple de choisir un système qui leur permette de devenir maître de leur destin et des moyens de production. Et je pense que ce qui est important, c'est de développer, de parler, comme vous le faites aujourd'hui, et ça, bravo, de parler de plus en plus souvent de l'Afrique, parce que je pense que, y compris les pays du centre, les pays impérialistes, ne se libéreront véritablement du capitalisme que si les pays du sud global arrivent enfin à se libérer un minimum de cet impérialisme-là. La connexion, elle est absolument indispensable. Vous ne vous libérez... Parce que ce qui fait la puissance de vos bourgeoisies, des bourgeoisies des pays du centre, c'est la fortune et la puissance qu'ils ont grâce à la domination de tout le continent africain. Donc la libération... On est interconnectés, c'est dialectiquement lié. Donc plus on parlera de l'Afrique, plus ça permettra de solidariser, de faire savoir, de faire connaître les luttes qui s'y mènent et de se solidariser de ces luttes. Et plus ça vous permettra, vous aussi, de desserrer l'étau impérialiste qui fait reculer et qui fait augmenter les inégalités sociales et qui fait reculer tous les conquis sociaux qui ont été gagnés de haute lutte. Voilà ce que je voulais dire. Je suis désolé. Nous reprenons la conférence avec les camarades du Parti communiste de Swaziland, un jeune parti communiste actif dans la classe ouvrière et paysan. Une partie à la tête des mouvements de résistance. Une partie qui veut renverser la pyramide sociale et politique. Comrade Chair, distinguished delegate of Niger, Sudan, Kenya, Guinea-Bissau, Senegal, Burkina Faso, La Réunion, Comoros, revolutionary militant of African diaspora in Marseille, and anti-imperialist fighters across the whole world. I am Comrade Simpue Dlamini, the National Organizing Secretary of the Communist Party of Swaziland, who bring these greetings from the people of Swaziland, not just the people, but the workers of Swaziland, peasants of Swaziland, the youth of Swaziland, the progressive forces who continue to resist the oppressive under the one of the last absolute monarchy of the African continent. We are honored, comrade, to participate in this important international conference at a time when Pan-Africanism and Africanism are not just historical ideas, but urgent and necessity. We stand firm with all African people and progressive movement gathered here, united for this common struggle, the total liberation of African from imperialism and exploitation and all forms of dominance. On the situation in Swaziland, the people live under a repressive regime where political parties effectively banned in 12 April 1973. Democratic freedom are suppressed. The state violence is used to silence the people of our country. Workers face exploitation, youth face unemployment and hopelessness. And the majority of our people remain excluded from the meaningful political and economical participation. Recent, comrade, in 2021, we saw the people of Swaziland, more especially young people who were later joined by workers, peasants, standing up and raising their voice that our country must be free under the campaign that was launched by the party in 2019
which was Democracy Now! Campaign. The monarchy, we saw that it was backed by imperialists, because what did the monarchy respond by killing our people? And we saw the imperialist bodies such as SADC, African Union, not condemning what the monarchy was doing. So we have seen that the interest of the imperialist forces are safe under the monarchy, because they are friends in trenches. So that's why, as the people of Swaziland, we are saying to continue to maintain this system that benefits only a small elite while masses suffer, it will be a humiliation in history, and it will be a betrayal in the people of our country. When the people rise, as we have seen in recent, they are met with brutal forces, yet dispute this repression, and spiritual of resistance in growth. Workers are organizing, youth are mobilizing, and call for democratic and socialist Swaziland is becoming much louder. Our struggle is therefore both nationally and class-based, a fight for democratic right and a fight for against capitalist exploitation tied to imperialist system. Comrade, you have said it well when you say one can be a Pan-African without being a revolutionary, but one cannot be a revolutionary without being a Pan-Africanist. We have seen in Swaziland where there is a lie of a non-revolutionary Pan-Africanism. The monarch sent delegates to African Union Summit wearing Pan-Africanist colors, yet it have banned political parties in our country. It have outlawed trade union under the Suppression of Terrorism Act, and it murdering comrade in our country, where we have seen them murder comrade Njefaya, Sipochele, Tulan Masego, and many more. That is not Pan-Africanism. This is a colonial chieftain dressed in a borrowed robes. True Pan-Africanism demands the unity of African working class and the oppressed people, the dismantling of neo-colonial economic structures, the ascension of African sovereignty over resources, the building of socialist-oriented and society across the continent. We agree that one cannot be a true revolutionary without being a Pan-Africanist. Our struggles are interconnected, comrade. The oppression of one African nation strengthens the chains of another. Imperialism has not disappeared, it has evolved. Today it operates through economic control via multi-national cooperation and financial institutions such as IMF and World Bank. Political influence through the compliance of local elite, military presence and destabilization, cultural dominance and ideological control. However, we are also witnessing cracks in by the imperialist dominance. The global order is shifting. The new possibilities are emerging across Africa. From the mass uprising to the regional alliance, people are beginning to ascend their agents once again. Our contribution to this struggle as the Communist Party of Swaziland, we commit to strengthen working class organization and political consciousness, build alliance with progressive forces and across Africa and global, exposing and resisting imperial influence in our country, advancing the struggle for socialism as the only viable path to a true liberation. Comrade, our small country offer these three strategies for this conference. First, the monarch, it is an original colonial structure from Morocco to Swaziland, from Lesotho to Gulf monarchy that now buys up African. Feudal absolute is not a cultural exception. It is a low-cost administration system for neo-colonial extraction. To defeat imperialism, we must defeat the monarchical principle in Africa. Second, land is pivot for the second independence.
Kwame Nkrumah wrote that the class struggle in Africa is primarily a struggle for the control of land. In Swaziland, comrade, large chunk of land it is controlled by the monarch, where over 60% of the land it is in his personal property, and the remaining is 40% it is held trust by the crown. This is not customary. It is the theft of the common, comrade. The third one, comrade, it is the struggle in the imperialist metropolis matters. You hold this conference in Marseille, a city built on a blood of the North and West African colonial soldiers and port workers. The people that oppresses another cannot be free, as Fanon said. But the colonial, it is also true that oppressed cannot be fully free until the working class of the metropolitan break with its own bourgeoisie. We agree that anti-imperialism militant of France who refuse to be the rearguard of Macron's neo-colonial in Africa policies. We need you to blockade militant logistics to the monarch. We need you to demand the freezing of the king's assets in Parisian banks. We call for a strong international solidarity, not just words, but a coordination of action. The struggle in Swaziland, it is your struggle, comrade. The victory in these different African countries and beyond, it is the victory for all of us. Comrade, history is indeed returning to Africa, but its direction depends on us. The sacrifice of the past revolutionaries must not be in vain. Our task to transform resistance into power, power into liberation. Let us deepen our unity, sharpen our analysis, and strengthen our resolve. A people that oppresses another cannot be free, and a people that resists together cannot be defeated. Forward to Pan-African unity, forward. Forward to socialism, forward. Forward to total liberation, forward. Long live the Communist Party of Swaziland, long live. Long live internationalism, long live. Mandla. Nous donnons la parole aux camarades du Parti du peuple révolutionnaire de l'Afrique. Bonjour à tous et désolé de ne pas avoir pu faire le déplacement. Je vous remercie néanmoins de m'accorder quelques minutes pour vous faire part de notre point de vue sur la situation actuelle et la pertinence d'un panafricanisme révolutionnaire, prenant au sérieux la centralité du socialisme dans son projet et la nécessité du matérialisme dans son analyse. Aujourd'hui, l'impérialisme traverse une crise majeure. Partout, il est remis en question, en particulier pour son caractère, pour le caractère néolibéral qu'a pris le capitalisme global. Les contradictions que font émerger le néolibéralisme fragilisent le statu quo du sud au nord. Au sud, et en Afrique en particulier, l'expression de ces contradictions prend plusieurs formes. Des contestations massives menées par la jeunesse dans les capitales, l'apparition de mouvements violents dans les périphéries, souvent insurrectionnels et parfois même sécessionnistes, sur des bases religieuses ou ethniques, voire régionales, qui viennent cristalliser violemment des années de marginalisation et d'exploitation économique. On observe aussi le renforcement de mouvements populaires de résistance aux violences environnementales et à l'expropriation dont les populations rurales sont fréquemment victimes depuis le début de la colonisation. Au nord, ces crises successives laissent les peuples exsangues, désorganisés face à la destruction de leurs acquis sociaux. Le taux de pauvreté s'accroît, tandis que la croissance économique, curseur principal de la santé d'une société capitaliste, stagne. La confiance des peuples dans l'establishment libéral s'étiole et la confiance dans le processus démocratique faiblit. La lutte même s'affaiblit par pessimisme. Il est important donc de observer et d'analyser clairement pour toute organisation panafricaine, pour toute organisation anti-impérialiste, la réaction et comment elle s'organise.
Au Sud, et en Afrique en particulier, on observe la consolidation et la rigidification des régimes complices de l'impérialisme qui vont, grâce à leurs partenaires impérialistes et aux bourgeoisies locales, renforcer l'appareil sécuritaire, la surveillance des populations et la répression judiciaire et politique. On peut noter dans ces partenaires notamment Israël, la France ou encore les États-Unis, qui prennent tous part très activement à la formation et à la rigidification des systèmes de répression politique et sociale. Au nord, la bourgeoisie soutient massivement les forces fascistes afin de défendre ses acquis et d'étendre de façon violente ses pouvoirs. Le nationalisme en Occident n'est jamais révolutionnaire, ou en tout cas très rarement, et presque toujours impérialiste. Malgré les mensonges populistes chauvins qui visent avant tout à créer de la collaboration de classe sur des bases raciales et à faire taire la contestation populaire par l'espoir de l'amélioration des conditions du peuple grâce à l'accaparement de ressources à l'étranger et à la violence raciale en interne. Pour nous donc, en réponse à ces constats, le panafricanisme reste un projet avant tout pragmatique. Tandis que l'impérialisme se renforce et se reconfigure, le panafricanisme, ce qu'on entend comme la libération et l'unification totale du continent sous le socialisme scientifique, nous paraît la seule solution. Et ce, pour plusieurs raisons. Avant tout, le danger de la balkanisation. L'exploitation des contradictions internes, religieuses ou ethniques, affaiblit nos peuples et profite largement à l'exploitation étrangère. On peut prendre comme exemple la région est du Congo, traversée par des conflits depuis plusieurs décennies, qui participent de l'exploitation, de l'extraction des ressources minières qui s'y trouvent. Seules des institutions panafricaines seraient en mesure de créer un cadre souverain et légitime pour gérer ces contradictions dans le sens de l'intérêt des peuples et de la défense des peuples africains unis. La nécessité du changement économique est aussi au cœur des préoccupations panafricaines. L'impérialisme a survécu au processus des indépendances car le système économique colonial y a été reconfiguré plutôt qu'aboli. Après plus de 50 à 70 ans d'indépendance selon les pays, l'histoire nous a montré les limites des progrès possibles sans rupture avec le système économique capitaliste. Malheureusement, rares sont les pays qui ont tenté une telle expérience dans le monde, une telle rupture, sans faire face à une violente répression politique et économique. Seule la solidarité et les partenariats économiques continentaux et régionaux pourront nous permettre d'y résister. On nous dit souvent panafricains marxistes, ce à quoi on se doit de s'opposer. Nous ne sommes pas marxistes, nous suivons l'idéologie NTC pour Nkrumah Cabral-Touréisme, et bien que nous reconnaissons à Marx et Lénine leur apport théorique crucial, leurs analyses décrivent avant tout le réel. En cela, la grille d'analyse matérialiste n'est ni allemande, ni russe, ni vietnamienne, ni chinoise. C'est un simple outil qui permet de comprendre les dynamiques politiques, historiques et économiques qui régissent les sociétés humaines. Sans ces outils, nous nous trouverions démunis pour comprendre et expliquer le monde et son histoire. Aujourd'hui, nous combattons plusieurs phénomènes qui participent d'une certaine confusion idéologique et témoignent de la contre-révolution en cours contre nous. On peut citer par exemple la capture de mouvements par les ONG libérales financées par l'impérialisme. Celle qu'on appelle la société civile en France, pour donner un exemple plus particulier, plus local, celle qui a été convoquée à Montpellier notamment. La réémergence aussi d'un panafricanisme populiste et non révolutionnaire, basé sur des notions issues du nationalisme occidental. On promet au peuple la souveraineté sans proposer de modèle économique alternatif. Comme si la simple évacuation des forces militaires étrangères, sans la rupture totale avec le modèle économique et les entreprises qui les caractérisent, suffirait à faire disparaître nos problèmes. La récupération aussi du panafricanisme par ses ennemis, les forces impérialistes, qui revendiquent une solidarité ou une bienveillance envers le panafricanisme. Un panafricanisme dominé qu'ils souhaiteraient mettre en place, qui existe déjà notamment à travers certaines institutions comme le franc CFA. Mais aussi un panafricanisme récupéré par les ennemis du peuple, à savoir les bourgeoisies africaines au pouvoir. On peut prendre par exemple
le cas de Nassigbe au Togo, qui a organisé un forum panafricain où il revendiquait l'ensemble de l'histoire du panafricanisme en obscurcissant la place particulière du régime togolais qui a renversé Olympio et sa complicité historique avec la France. On observe également une forme de capture de l'énergie révolutionnaire par des mouvements religieux fondamentalistes et conservateurs, financés et soutenus par des forces étrangères, souvent hostiles à la libération africaine. On peut citer notamment les mouvements religieux évangélistes liés aux États-Unis et également certains mouvements religieux liés à des groupes basés en Asie occidentale, notamment. La plupart de ces dangers qui guettent l'avènement de la libération et de l'unification du continent via l'aboutissement de sa volonté révolutionnaire, de son destin révolutionnaire, peuvent être évités par l'organisation d'un mouvement panafricain qui prend au sérieux l'analyse matérialiste de nos sociétés. Celle-ci nous permet de définir clairement l'impérialisme dans sa nature économique et politique comme la contradiction principale, celle de laquelle dépendent la résolution de contradictions que l'on nomme secondaires, mais qui n'en sont pas moins cruciales pour autant, car nos sociétés sont bel et bien traversées par des tensions générationnelles, ethniques, religieuses, de genre, etc., que nous n'entendons pas nier. Une Afrique unifiée n'est pas un fantasme ou une utopie, c'est une réponse pragmatique aux problèmes posés par plus de 500 ans de violence coloniale, d'échanges inégaux, de déstabilisation, d'exploitation et d'oppression. C'est faire advenir la solidarité et la mise en commun des moyens économiques, politiques et militaires nécessaires pour garantir la subsistance et la paix pour tous les Africains, d'Alger au Cap, du Libéria à Djibouti, du Cap-Vert à la Réunion. Le socialisme, c'est simplement le processus de réparation nécessaire à notre survie et à notre épanouissement. C'est la réappropriation par tous et pour tous des terres, de ces richesses, des moyens de production et de distribution accaparés jusqu'à aujourd'hui par l'impérialisme. Ce projet n'est possible que par l'organisation des éléments de l'intelligentsia africaine prête au sacrifice de classe auquel appelait Amilcar Cabral, pour donc se soumettre entièrement aux intérêts des classes populaires africaines et de leur libération. Ce projet n'est également possible que par l'organisation et la participation massive des classes populaires africaines, des classes laborieuses africaines, déjà en mouvement contre l'oppression impérialiste. Je vous remercie de m'avoir accordé ces quelques minutes et j'espère que notre contribution trouvera un écho dans les débats qui vont suivre. Prêts pour la révolution, nous vaincrons. L'intervention des camarades du Niger de l'Organisation révolutionnaire pour une nouvelle démocratie. Le Niger a réussi à chasser les troupes françaises et américaines de son territoire. Ces derniers mois, la France a essayé de renverser le gouvernement comme il a fait hier au Mali. Camarades, je m'appelle Alassane Abouakar, je suis le président de l'association des professionnels de l'aménagement des villes, de bâtiments et des travaux publics du Niger. C'est une association qui regroupe tous les acteurs de l'acte de construire au Niger, de l'ouvrier qui exécute aux concepteurs que sont les ingénieurs et les architectes. Nous sommes aussi membres de WAPO, West African People Organization, qui est une fêtière d'une trentaine d'organisations et de partis politiques. Ces organisations sont tantôt des syndicats, tantôt des organisations de la société civile panafricaine, anti-impérialiste, ou les deux. WAPO, c'est le Cap-Vert, c'est la Guinée-Bissau, c'est la Guinée-Conakry, c'est le Sénégal, c'est la Mauritanie, c'est le Mali, c'est la Guinée-Conakry, je l'ai dit, c'est le Niger, c'est le Togo, c'est le Bénin, c'est le Burkina, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Nigeria, et c'est le Ghana où se trouve le siège et où nous avons comme point focal la SMG, le mouvement socialiste ghanéen qui est le parti phare aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Merci de nous donner l'opportunité de parler aujourd'hui depuis Niamey sur cet événement que vous organisez à Marseille aujourd'hui sur le thème panafricanisme.
ces nouveaux développements face à la crise de l'impérialisme. Pour rentrer dans le vif du sujet, il faut dire que le panafricanisme se porte bien ces dernières années en Afrique depuis l'avènement de ce qu'on appelle la crise au Sahel et l'émergence de l'Alliance des États du Sahel. Bien avant, cet engouement est né dans les 10 dernières années. Mais pour comprendre, il faut aller sur une échelle de 0 à 20. Je peux dire que le panafricanisme a franchi le pas de 4 à 12, voire 14. Permettez-moi de porter mon chapeau, s'il vous plaît. Donc, je disais que le panafricanisme a progressé sur une échelle de 0 à 20, de 4 à 14. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on en parle. Le mot est adopté par tout le monde, le mot est dans toutes les bouches. Il n'y a pas une rencontre de jeunes en Afrique qui n'est pas sous le sceau du panafricanisme ou bien sous le sceau de l'anti-impérialisme ou des deux à la fois. Même les organisations sous-régionales et régionales aujourd'hui prêtent attention à ce concept, essayent de l'adopter et de l'intégrer dans leur politique et dans leur approche vers les masses populaires. C'est en cela que je dis vraiment le panafricanisme a le vent en poupe. Ce qui ne l'était pas il y a 30 ans, il y a 40 ans en arrière, où prononcer le mot panafricanisme, dire abat l'impérialisme peut vous susciter une interpellation, sinon même la prison si vous êtes dans le milieu universitaire, si vous êtes dans le milieu estudiantin, parce que c'est le cri de ralliement c'est le cri de ralliement des forces progressistes, des masses populaires en rupture avec l'ordre établi. L'ordre établi, c'est lequel? C'est l'ordre établi par le capitalisme et l'impérialisme. Pour comprendre ce qui s'est passé, ce qui a enterré le concept du panafricanisme, que les pères de ce concept-là, comme Kwame Nkrumah, Dubois, Marcus Garvey, Sékou Touré et Lumumba avaient voulu, au lendemain des indépendances, que l'Afrique aille d'un seul bloc, aille d'un seul tout, comme les États-Unis d'Afrique, comme la Fédération des républiques socialistes et soviétiques, aille dans un seul camp, aille dans une seule politique pour le bien-être des populations qui viennent de recouvrir leur liberté et leur indépendance. Mais c'est sans compter sur l'impérialisme et sur le colonialisme. Et 1960, c'est 15 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les pays colonisateurs comme la France, comme l'Angleterre, comme le Portugal avaient besoin aussi des ressources de leurs anciennes colonies pour se reconstruire et pour se repositionner dans l'échiquier mondial. Et c'est en cela que la France, en donnant les indépendances galvaudées, sans liberté politique à ces jeunes États, a bridé cette indépendance avec ce qu'on appelle les accords économiques et de défense. Les accords économiques et de défense stipulent quoi? Que nous n'avons pas le droit d'extraire nos ressources du sous-sol ou nos ressources minières sans l'autorisation de la France. Nous n'avons pas aussi droit à réclamer une défense à un autre pays autre que la France. C'est elle qui nous envoie les coopérants, c'est elle qui gère la coopération défensive des pays francophones. Ce sont des coopérants techniques militaires français qui sont partout dans nos états-majors et qui essayent d'asseoir nos armées et de construire la défense nationale. Sur le plan économique, quand bien même la France n'est pas intéressée par un minerai, il faut son aval pour qu'elle autorise un autre pays, par exemple la Belgique, par exemple l'Espagne, par exemple l'Angleterre, par exemple la Russie, de venir extraire ce minerai, par exemple la Chine aussi. C'est ça les accords économiques qu'on a signés en 1961 et qui ont privé les jeunes États africains des ressources significatives pour leur construction et pour leur émergence. Et face à cette problématique aussi, ces jeunes États se sont orientés vers le bloc soviétique, vers l'Union soviétique, qui les avait aidés à acquérir cette indépendance-là d'une manière ou d'une autre, parce que certains l'ont acquis par les armes, comme l'Algérie, comme la Namibie, comme l'Angola, comme le Mozambique. Ces jeunes États se sont aussi basés sur la conscience africaine, sur la culture africaine. L'Africain est culturellement un socialiste. Dans sa civilisation, il est un socialiste. Donc, il n'y a pas de choix pour les pères de l'indépendance que d'adopter le socialisme comme mode de gouvernance. Mais ce socialisme comme mode de gouvernance qui les envoie droit dans les mains du bloc soviétique se heurte au capitalisme et à l'impérialisme.
C'est comme ça que la France, pour les pays francophones, s'est employée à liquider tous ces gouvernants, tous ces premiers gouvernants, quand bien même ils sont dans une démocratie. Okay? Elle a mis des coups d'État, elle a amené des officiers qui ont quitté les casernes pour venir les placer dans les palais présidentiels et leur donner tous les moyens, toute la plénitude du pouvoir, le soutien multiforme, le soutien financier, le soutien économique, le soutien technique, pour qu'ils essayent d'asseoir un certain développement, un certain bien-être, qu'ils essayent de s'aimer quelque chose qui puisse maintenir ces pays dans le giron du capitalisme, donc maintenir les ressources minières, les ressources énergétiques à la disposition du bloc capitaliste au lieu d'être à la disposition du bloc socialiste. C'est comme ça que ces régimes militaires des années 60 à 70 ont connu une certaine émergence, ont connu un certain foisonnement. Mais après la chute du mur de Berlin, après l'absence du bloc d'en face, après la fin du bloc d'en face, ils sont devenus encombrants. Ces putschistes instrumentalisés entre 60 et 80 sont devenus encombrants. Il faut les remplacer parce que le bloc capitaliste, le bloc qu'on appelle civilisé, les démocraties ont eu raison du bloc socialiste. Donc une dictature ne peut pas être moralement justifiable en Afrique. Donc il fallait démocratiser l'Afrique, il fallait passer par des élections parce que ces putschistes sont devenus encombrants. Et du coup, ce qu'on appelle la fin de l'histoire en Afrique s'est révélé être la fin des soutiens multiformes à des régimes dictatoriaux qu'on a soutenus hier. Et pour les débarrasser, il ne faut pas aussi les débarrasser et laisser la voie libre à d'autres puissances comme la Chine qui voit en Afrique un réservoir de matières premières pour son industrie qui se réveille, ou bien en Afrique un réservoir de consommateurs pour cette même industrie. Donc l'Occident devrait faire tout pour que ceux qui vont remplacer les putschistes qu'ils ont instrumentalisés hier soient aussi acquis à la cause du capitalisme, qui ne vont pas chercher les ressources pour se développer vers un autre bloc qui ne soit celui du capitalisme. C'est en cela qu'on a préparé des banquiers comme Ouattara, comme Loussouba, comme Nicéphore Segoulo. On est venu avec des cadres des institutions du Bretton Woods, des cadres des banquiers qui ont été formés dans des écoles occidentales, que nous, on a pensé qu'ils sont férus des sciences de gestion et que l'échec des militaires dans les années 70 va être suppléé par des technocrates qui vont amener le changement, qui vont amener la prospérité, qui vont amener le développement économique et social. Et que la malgouvernance qu'on a vécue les années passées, ce ne sera qu'un souvenir. Malheureusement, ils ont installé ces banquiers à la tête des partis politiques souvent progressistes parce qu'ils sont venus avec des valises d'argent. Ils ont corrompu quelques élites révolutionnaires et socialistes alimentaires qui sont là. Ils ont eu la présidence des partis politiques et on est passé aux élections. Et ces élections ont accouché de quoi? Rien du tout. Parce que l'Occident, confronté du fait que le bloc d'en face a disparu, elle est confrontée à ses propres contradictions internes. C'est quoi? L'Europe s'est découverte aussi une certaine fragilité. On a vu en Europe aussi des masses populaires se mobiliser, se soulever contre la malgouvernance. Cette malgouvernance dont on pensait que est l'ADN des pays africains, et l'ADN des pays latinos, et l'ADN de certains pays asiatiques. On s'est révélé un jour que même en Angleterre, les masses populaires ont commencé à crier contre la malgouvernance. C'est là que les peuples africains ont compris qu'il y a un malaise quelque part. Le gouvernant d'en face n'est pas forcément le problème. Le voisin d'en face n'est pas forcément le problème. Donc il y a un système qui tient tout le monde à l'aise, qui a brillé tout. Et ce système, c'est quoi? C'est là qu'on a découvert, ou bien qu'on a redécouvert l'impérialisme. Parce que nos aïeuls, nos aînés connaissent déjà ce que c'est que l'impérialisme. Seulement, on nous a bridé les esprits dans les années 70 et maintenant on a compris c'est quoi l'impérialisme. Et l'impérialisme s'est révélé à nous suite à la crise au Sahel. Kadhafi qui a été assassiné, on a disséminé des armes sophistiquées dans le désert qui sont tombées dans les mains des groupes armés non étatiques. Et le prosélytisme religieux, qu'il soit chrétien,
qu'il soit musulman, s'est révélé pendant ces périodes où on a pensé que la démocratie allait nous amener le bien-être, le bonheur et la plénitude de la gestion de nos ressources naturelles et souterraines, la plénitude de nos économies. Mais non, on est resté dans le carcan des accords qu'on a signés dans les années 60. C'est cela. Et c'est sous cette démocratie galvaudée qu'on a vu des jeunes Africains mourir dans la Méditerranée, qu'on a dit des corps de jeunes Africains, des corps de jeunes Africains flotter sur la Méditerranée, qu'on a vu des Africains mourir dans le désert. C'est là aussi qu'on a vu nos hôpitaux manquer de médicaments. On a vu la marchandisation des actes de soins, la marchandisation du savoir, la marchandisation de l'école, la marchandisation de tout. C'est là qu'on a vu un taux élevé de divorces dans les foyers parce que les maris, les gens ayant perdu leur boulot d'une manière ou d'une autre parce que les usines sont fermées les unes les autres, on a vu la misère germer dans des villes qui étaient jadis prospères. On a vu la misère germer. Et cette misère qui a germé est venue encore être exacerbée par l'insécurité. L'insécurité due à la destruction de l'État libyen dans le Sahel a fait émerger un sentiment de révolte au sein de la jeunesse qui ne comprenait pas. On lui a dit d'aller à l'école, elle est allée à l'école, elle n'a pas du boulot. On lui a dit de créer des entreprises, elle a créé des entreprises et il n'y a pas de travail pour leur entreprise. Du coup, il fallait trouver une autre solution. Et la solution, la jeunesse l'a trouvée où? Après plusieurs promesses manquées, après l'Occident qui lui a tourné le dos, après tout, qu'il a laissé dans la main des nouveaux dictateurs qui se disent démocrates. On a vu comment les marches, les manifestations, l'espace public a été muselé par ceux-là qu'on nous a présentés comme des démocrates. Il était impossible de marcher à un certain moment dans les 10 dernières années, de 2010 à 2022. C'était impossible d'organiser des manifestations de rue parce que ce n'était pas possible. Parce que la loi sur laquelle est fondée cette démocratie, elle est répressive. Les États aussi, manquant de moyens, au lieu d'investir dans le développement, ils ont investi dans les appareils de répression. C'est comme cela que la jeunesse s'est sentie opprimée. Et elle s'est retournée vers où? Elle a visité le passé. Elle a dit non, il y a un concept qui s'appelle le panafricanisme. Il y a un concept qu'on nous a expliqué, qu'on n'a pas écouté par le passé, qui s'appelle l'anti-impérialisme. Et elle a réveillé les Sankara, elle a réveillé les Lumumba, elle a réveillé les Kwame Nkrumah, elle en a fait l'antidote contre l'impérialisme qu'elle a découvert, qui opprimait aussi en Asie, qui opprimait en Amérique latine et qui opprimait maintenant même les masses populaires en Europe. Et la crise en Ukraine nous a révélé quelque chose. Pendant qu'au Sahel, on est en train de chercher 5 millions de dollars, je crois bien, ou d'euros, la crise ukrainienne a révélé la générosité européenne, la générosité de l'impérialisme. 60 millions d'euros, 100 millions de dollars, l'Amérique a débloqué. Alors qu'ici en Afrique, nous, on a demandé 5 millions de dollars pour combattre le terrorisme. 5 millions de dollars, on a passé 10 ans à épiloguer là-dessus, à nous mettre des bâtons dans le roue, si bien que le terrorisme est métastasé et il a même attaqué jusqu'au Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Voilà la réalité, la crise de l'impérialisme en Afrique. Je n'aimerais pas finir quand même, c'est un débat très passionnant, sans parler du sommet France-Afrique qui va se dérouler au Kenya cette année. Mais c'est le dernier barreau d'honneur, je vais dire, de Macron dans cette croisade contre les pays de l'AES. Parce qu'aujourd'hui, personne ne se bouscule. Tous les gouvernants africains, tous les présidents africains sont regardants par rapport aux revendications populaires de leur jeunesse, par rapport au désir de souveraineté, au désir d'indépendance, au désir de liberté, au désir de disposer de nos ressources comme on l'entend pour notre propre développement. Aujourd'hui, tous ceux qui iront au Kenya, au sommet France-Afrique, ils vont pour demander plus à Macron. Et je ne suis pas sûr que Macron aura assez de moyens pour répondre aux attentes de ces peuples, aux attentes de ces chefs de gouvernement. Parce qu'au retour, on va leur demander les comptes. Les comptes, c'est quoi? Est-ce que vous avez débridé le lien qui vous liait à ce monsieur-là, ou bien vous ne l'avez pas déblayé? Si vous ne l'avez pas déblayé, on passera autrement, on va vous balayer. Parce que ça ne sert à rien d'aller discuter avec quelqu'un qui vous tient encore par la gorge. Voilà ce qui va se passer au sommet de Kenya, à notre entendement. Vraiment, c'est un tournant décisif, c'est le dernier barreau de rang de Macron. Merci beaucoup vraiment de nous avoir permis de nous exprimer en ce terme-là. Vous avez abusé un peu de votre temps. Merci et bonne conférence. Je vous souhaite plein succès à vos actions. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Camarades,
L'heure n'est plus aux hésitations, l'heure n'est plus aux illusions, l'heure est à la lutte. On nous parle du panafricanisme, mais de quel panafricanisme parlait-on? Celui des discours diplomatiques ou celui de peuples qui résistent, qui s'organisent, qui se battent? Nous parlons du panafricanisme des combats. Celui qui refuse la domination, celui qui refuse le pillage, celui qui refuse que l'Afrique soit à genoux. Parce que la vérité est simple, camarades. Nos terres sont riches, mais notre peuple sont appauvris. Nos ressources sont immenses, mais elles profitent à d'autres. Pourquoi? Parce que l'impérialisme est toujours là. Parce que le néocolonialisme est toujours là. Parce que des élites complices continuent de vendre de nos peuples, alors que posons la seule question qui compte: allons-nous continuer à subir ou allons-nous nous organiser pour renverser ce système? Car, il faut le dire sans détour, il n'y aura pas de libération sans rupture. Il n'y aura pas de dignité sans combat. Il n'y aura pas d'unité africaine sans une révolution socialiste. Oui, camarades, sans la révolution, le capitalisme en Afrique n'est pas une voie de développement. C'est une machine d'exploitation, une machine qui enrichit une minorité et écrase le masse. Face à cela, nous opposons une seule voie, le socialisme. Un socialisme africain enraciné dans nos réalités, porté par nos peuples, construit par nos élites. Un socialisme où les richesses appartiennent à ceux qui les produisent. Un socialisme où la terre, les mines, l'économie sont entre les mains du peuple. Mais cela ne tombera jamais du ciel. Rien ne nous sera donné. Camarades, le pouvoir ne se demande pas, il se prend. Et qui va le prendre? C'est le travailleur, c'est le paysan, c'est le masse exploité, pas demain, pas un jour hypothétique, mais dans l'organisation dès aujourd'hui. Alors oui, camarades, organisons-nous, formons-nous, luttons, parce que l'histoire ne pardonne pas au peuple qui refuse de se battre. Je terminerai par ces mots. Quand la classe ouvrière s'éveille et s'unit, aucun empire impérialiste ne peut tenir. Je prends l'exemple de la République démocratique du Congo, qui est au cœur du pillage impérialiste. La révolution n'est pas une option, c'est une urgence. Et l'unité des travailleurs et la lutte organisée sont les seules voies vers la libération. Camarades, la lutte continue et la victoire appartient au peuple qui lutte. Pour finir, les vidéos des camarades du Parti communiste du Kenya. Les panafricanismes sont révolutionnaires, mais il est traversé par la lutte des classes. My name is Ajam Washlin from the Communist Party Marxist Kenya, and today I'll be delivering solidarity statements to the International Conference of Pan-Africanism from the heartland of anti-imperialist struggle in Kenya. So comrades, friends and revolutionary fighters, we send you greetings from the Communist Party Marxist Kenya and frontlines of class struggle in Kenya, where the working class and the poor peasantry are rising against debt,
dispossession, and imperialist domination. We speak as organizers, as targets of state repression, and as revolutionaries who have felt the weight of state batons, the cold floors of detention, and the steel of imperialist-backed counterinsurgency. Today, we deliver a clear message. One can be a Pan-Africanist without being a revolutionary, but one cannot be a revolutionary without being a Pan-Africanist. And this phase of history defined by a deepening crisis of global capitalism, the resurgence of imperialist war, and the reawakening of African resistance, revolutionary Pan-Africanism is not a slogan, it's a necessity. Kenya is presented to the world as a stable investment destination, a model of African capitalism, but behind the glass towers of Nairobi lies a different truth. The working class in Kenya remains thin by design, stunted by deindustrialization, casualization, and the deliberate destruction of productive capacity under the IMF World Bank structural adjustment. Over 70% of our people are pushed into rural hinterland where they face usury, rent, in-kind rent, in labor, and landlordism, a brutal mix of pre-capitalist exploitation and neo-colonial plunder. Yet within this reality lies a decisive force. The poor peasantry, vast, enduring, and angry, is a physical reservoir of revolution. Without the peasantry, there is no revolution. With the alliance of peasantry and workers, no imperialist arm can hold. Class struggle is not a theory in Kenya. It unfolds daily. At the Mombasa waterfront dock, workers fight shipping monopolies. In the export processing zones, super exploited workers organize in secret. In the countryside, peasants resist land grabbing and displacement. These struggles are scattered, but they share a common thread: the fundamental contradiction between the masses and the system that exploits them. Our task is to unite them, give them direction, and transform spontaneous resistance into organized revolutionary force. The Kenyan trade union movement has a militant history, but today a layer of labor aristocrats, bureaucrats tied to the state and capital has captured the leadership. They speak the language of the workers but act in the interest of compromise. They negotiate retreat, not advance. We do not abandon the unions. We transform them from below. We build rank and file committees, we expose betrayal, and we organize persistently among the most oppressed sectors: port workers, EPZ laborers, and informal economy toilers. Revolutionaries are not forged in comfort. They are forged in struggle, and in Kenya today, that struggle is intensifying. In Kenya, CPMK has faced arrest, surveillance, physical attacks, and torture. Our chairperson, Moivu Kaluka, and General Secretary Buka Umole, among several cadres, have lived experiences of these attacks. We've had attacks on their homes, targeted assaults on their properties, and most recently, the abduction of Buka Umole, followed by torture, was a clear warning meant to silence. But repression does not silence. It exposes the nature of our state for what it truly is: an instrument of class rule, not a neutral arbitrator. Each arrest, each beating, each act of intimidation deepens political consciousness. Each attack widens the circle of resistance. Imperialism did not end with colonial flags, it merely changed form. In Kenya, we host foreign military installations presented as security cooperations that embed us deeper into global military architectures. The upcoming African-France Summit in Nairobi is not a neutral diplomatic event. It is an arena for reorganizing influence, renewing dependency, and deepening military coordination between Paris and Nairobi. Across East Africa, ruling classes are integrated into a shared neocolonial security architecture. Intelligence is exchanged, repressive methods are copied, protest movements are met not only with domestic force, but with coordinated regional counterinsurgency. Economically, Kenya's so-called industrial zones are warehouses of foreign goods,
not engines of national development. Imperialism has deliberately stunted our industrialization, redirected accumulation into real estate and finance, and trapped peasants in cycles of debt and usury. Even capitalist development has been systematically blocked because a genuine independent national bourgeoisie would threaten imperialist control. We salute the revolutionary rupture in Burkina Faso, Mali, and Niger. The masses, especially youth and patriotic sections of the military, have rejected the old order of foreign control. These are acts of national assertion against imperialism, but we also emphasize sovereignty without social transformation remains incomplete. Liberation without socialism remains fragile. Without revolutionary leadership rooted in working class and peasantry, new ruling strata may simply replace old ones. Imperialism, having suffered humiliation in the Sahel, is now reconsolidating in East Africa through summits, military deals, and intelligence sharing. Our task is to learn from Sahel, defend its advances, but surpass them through higher levels of class struggle. Comrades, we speak plainly. We are living through a generalized imperialist confrontation, a developing third World War. In Palestine, a colonial settler project is sustained by direct military violence, with millions besieged and bombed while the world watches. In Ukraine, a proxy war driven by NATO and Western encirclements against Russia, where the working class on all sides bears the burden while capital profits. In Iran, sanctions, covert operation, and military threats form a prolonged strategy of destabilization. In East Asia, the South China Sea and Taiwan front are being militarized, and encirclements, naval deployments, and competing strategies claim sharpening superpower rivalries. Across Africa, from Sudan to the Sahel to the Horn of Africa, wars are prolonged by external interest and comprador regimes. Each conflict a thread in the same imperialist knot. Within the imperialist countries, much of the anti-war movements remain pacifist and moralistic, calling for peace without dismantling the system that produces war. Pacifism without revolutionary perspectives becomes a pressure valve, not a weapon. Imperialism cannot be formed or morally restrained. It must be defeated through organized struggle. Revolutionary Pan-Africanism is rooted in scientific socialism, class struggle, and anti-imperialism. It understands that the unity of African people must be forged through the mobilization of the working class, peasantry, and the oppressed groups. Under the leadership of a vanguard party, it seeks to dismantle neocolonial capitalist structures and build a socialist Africa where the economy serves the masses, not the imperialist and its comprador elites. Revolutionary Pan-Africanism organizations must expose and resist U.S. militarism, especially AFRICOM, which enforces imperialism control under the guise of security. Mobilize the working class and peasantry against neoliberal policies, debt, and anti-people policies. Build ideological clarity. Countering myth of aid and partnership that reinforces dependency. Forge a united and anti-imperialist front across the Sahel, East Africa, and South Africa against military bases, drone operations, and foreign command structures. Develop alternative economic models, collective ownership, socialist planning to end the extraction of African wealth by multinational corporations and the comprador regimes. And we must build genuine solidarity with the anti-imperialist, not symbolic but materialist, ideological and pragmatic. Return Pan-Africanism to its revolutionary roots: class struggle, anti-imperialism, and socialism. Comrades, the crisis of imperialism is global. The response must equally be global, conscious, and revolutionary. The recent popular uprising in Kenya, Sudan, Madagascar, Morocco, the patriotic initiative of the Alliance of Sahel States, the growing strikes and land struggles, these are not isolated events. These are new expressions of Pan-Africanist
affirmations. A people that oppresses another cannot be free. And a people that fights with organization, with ideology, with internationalist solidarity cannot be permanently defeated. The path forward is clear. Return to Marxism-Leninism, center the working class and peasantry, build the revolutionary vanguard, and advance without hesitation towards a united socialist Africa. Long live revolutionary Pan-Africanism, long live proletarian internationalism, forward to our people's struggles. Thank you so much, comrades. La difficile tâche de conclure une conférence où il y a tellement de choses qui ont été dites, avec la mission quand même de revenir un petit peu sur chaque chose et de faire une belle compilation. Donc je vais m'y essayer. Déjà pour commencer, je voulais rappeler, donc c'est présenté juste ici. Donc Macron a prévu, donc après s'être fait chasser de l'ensemble de l'espace historiquement, donc l'espace anciennement colonisé par l'impérialisme français, la France a été obligée du coup, Macron, de se relocaliser dans un des seuls gouvernements qui voulait encore de lui et qui est du coup devenu aujourd'hui officiellement le quartier général de l'ensemble des puissances impérialistes en Afrique, qui est malheureusement devenu le Kenya. Et donc Macron prévoit un sommet donc le 11 et 12 mai à Nairobi. Donc pour la première fois, les sommets France-Afrique. Donc déjà il y a un tiret, mais bon, on comprend très bien le message envoyé par Macron. C'est pas le premier qui a été organisé en Afrique, bien au contraire, mais c'est le premier qui est organisé dans l'Afrique anglophone, enfin dans l'espace historiquement colonisé par l'impérialisme britannique. Et donc ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que l'impérialisme français est sur le déclin. Il est en train de se faire chasser de partout et il est en train d'essayer de se raccrocher aux branches. Et il y a du coup une force bien réactionnaire qui lui a tendu les bras pour l'accueillir dans son pays. Et donc nous on ne peut que saluer l'initiative de nos camarades kenyans donc d'organiser un large front déjà kényan de forces progressistes anti-impérialistes et communistes, mais aussi internationales, où il y a un ensemble de pays, de partis qui soient communistes ou anti-impérialistes à travers le monde, d'associations de réseaux anti-impérialistes internationaux qui se réunissent du coup pour un contre-sommet pour donc Pan-Africanism Summit Against Imperialism, donc surnommé PASAI. Et donc nous sommes officiellement, donc on se place en soutien de ce contre-sommet et on invite donc tout le monde. Il y a une caisse, je ne sais pas exactement où elle est dans la salle, mais il y a une caisse sur la table au fond si vous voulez participer financièrement pour les aider. Parce que donc, chaque camarade qui se présente se retrouve à être réprimé. Il y a des frais de justice, c'est déjà dans tous les sens pour les participants sur place, mais même pour tout l'aspect matériel, etc. Que chacun mette, si on peut tous, à travers tous les pays du monde, mettre la main à la pâte pour tenter de désarmer la relocalisation de l'impérialisme français. Et donc, en réalité, ce qui se prépare, c'est non seulement un impérialisme français qui tente de se réarmer et de repartir à l'offensive, mais une réorganisation générale de l'ensemble des impérialistes pour préparer une offensive coordonnée depuis les mêmes bases militaires, depuis le même quartier général. Et donc, on s'apprête à assister du coup potentiellement à une offensive militaire et à d'opérations militaires d'une intensité que malheureusement, auparavant, c'était juste chaque impérialiste faisait ses trucs dans son coin, il y en avait plein. Et là, on va se retrouver à avoir toutes les forces impérialistes qui tapent en même temps sur toutes les forces qui leur résistent le plus. Donc, si vous avez l'occasion, si vous avez les moyens de contribuer, n'hésitez pas, la caisse est au fond. Donc sur l'aspect plus, un petit peu tenter de coordonner, de proposer un petit résumé, en tout cas moi, de ce qui m'a un petit peu frappé pendant cette conférence. Déjà, il y a quelque chose d'assez intéressant qui pour moi vient de la citation de Lénine. Donc pour moi, c'est un mantra que j'essaie de m'appliquer, qui est très difficile à appliquer, qui est étudier, étudier, étudier. C'est-à-dire que Lénine, quand on lui demande qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie, son premier réflexe, c'est étudier. Et on le voit très bien, enfin là c'est quand même frappant la quantité d'informations, les réalités de chaque pays, les réalités spécifiques, comment est-ce qu'un pays africain rentre en résistance et le voisin qui a quand même des particularités culturelles et des histoires parfois assez proches, se retrouve à être complètement de l'autre côté du spectre, un allié inconditionnel et la base arrière de l'impérialisme. Donc essayez nous de faire l'exercice de comprendre du coup toutes ces ramifications, d'aller vraiment dans le détail des choses, de comprendre les réalités par exemple de ressources. On a parlé des fleuves, on a parlé des canaux qui transportent un tiers du pétrole mondial. Et du coup, pourquoi l'impérialisme français place ses soldats à tel endroit alors que pourtant c'est à 1000 km, mais en fait tous les bateaux passent quand même par là. Enfin, on voit que du coup tous ces enjeux, déjà il faut comprendre ça. Après il faut comprendre les monopoles. Donc il faut comprendre qu'en fait Danone il est impliqué à tel endroit et que ça implique que Macron il fasse telle visite, etc. Et il faut comprendre les cultures locales, les géographies, et même du coup les histoires, etc. Et ensuite il y a tout l'exercice, et tout le monde l'a bien rappelé ici, c'est que en fait toutes ces réalités dont je viens de parler, elles amènent à des mécontentements
un petit peu donc éparse, la jeunesse étudiante d'un tel pays qui tout d'un coup en a marre, se retrouve comme au Kenya à entrer en révolte colossale, à organiser des émeutes partout dans le pays. La police est obligée de tirer à balles réelles sur la population, etc. Ça a été pareil au Sénégal. Et du coup, donc, de ces mouvements éparses, sans la théorie révolutionnaire qui nous permet de coordonner les différentes offensives, au final, on est toujours perdant. On peut déstabiliser, on peut faire tomber un régime, mais si on n'est pas capable, nous, de structurer une force colossale, donc une théorie révolutionnaire qui est capable d'associer un ensemble de classes sociales pour former une majorité et un parti qui est capable d'empêcher, du coup, et d'être, justement, comme ça a été bien dit, le garant du processus révolutionnaire. C'est-à-dire que la révolution, quand c'est par à coup, c'est facile de gagner une petite bataille. Mais quand tout d'un coup, les forces rentrent un peu chez elles parce qu'il y a une petite bataille et que l'impérialisme se coordonne pour une offensive généralisée, c'est là le moment crucial. Et du coup, sans parti, c'est impossible justement d'avoir cette force de résistance qui est capable d'être organisée, même dans les moments où les masses peuvent un petit peu dériver ou avoir envie de rentrer chez elles ou d'être un peu faibles. Donc, sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire. Sans parti, pas de processus révolutionnaire qui peut être abouti sur le temps long, qui peut provoquer des vrais changements titanesques et des vrais changements sismiques à l'échelle de continents entiers. Et enfin, donc ça c'était pour l'aspect étudier les réalités locales et pourquoi la théorie, mais il y a aussi tout l'aspect même éducatif, dans le sens où on a beaucoup entendu parler, même de l'exemple, moi ce qui m'a frappé c'est l'exemple du PAIGC, où du coup ils se retrouvent à engager une lutte de libération, une guerre populaire sur leur territoire et à construire des écoles populaires partout sur le territoire alors qu'ils sont censés avoir les armes dans les mains et être occupés à faire autre chose. Et du coup, de faire le parallèle de l'autre côté en disant mais en fait c'est parce que les masses africaines sont laissées justement qu'on leur inflige on les empêche d'accéder à des niveaux d'éducation élevés et que les seules écoles qui existent, ce soient des écoles de cadres formés pour être parfaitement adaptés à réceptionner et à être capables de procéder qu'à l'application directe des ordres du FMI, des ordres de la Banque mondiale, des ordres des puissances impérialistes, c'est-à-dire on leur a appris à faire comme ça, et même s'ils pensent que l'Afrique devrait être souveraine, ils disent oui, l'Afrique est souveraine, mais elle a des accords avec le FMI, donc même dans un caractère souverain, il faut respecter les accords signés souverainement. Enfin, vous voyez, et du coup, il y a plein de gens qui ne sont pas de mauvaise volonté, mais qui ne font que signer et qui ne font que du coup, reproduire cette même domination impérialiste. Et du coup, l'étude individuelle et l'éducation collective et la contre-éducation pour empêcher du coup, les impérialistes d'avoir le monopole sur l'éducation des cadres, des intellectuels, etc. De l'autre côté, je voulais aussi arriver donc sur un aspect un petit peu, moi, toutes les différentes réalités africaines, les différences d'analyse, les différentes stratégies, etc. C'est super intéressant de partager. Et puis, il y a la question de se coordonner. Et puis, des fois, on a l'impression que c'est un peu un mot d'ordre un petit peu creux, dans le sens, vous, les Européens, vous devriez apprendre un petit peu plus de la réalité africaine, comme si c'était un truc moral de vous n'y connaissez rien. Et je ne dis pas que je critique pas les camarades qui le disent, mais tu sais, chez nous, on va entendre des gens qui disent oui, c'est vrai, il faut qu'on apprenne plus de l'Afrique, en mode on les a colonisés, donc on doit apprendre, c'est que juste. Mais non, c'est pas juste un devoir moral. C'est-à-dire que si nous, on veut désarmer notre impérialisme, il faut comprendre que la seule manière de désarmer notre impérialisme, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que Macron, il est tout puissant en France ? Pourquoi nous, en France, on fait des révoltes, et à la fin, il n'y a rien qui bouge, parce qu'eux, ils ont des tonnes d'argent qui sont issus, et quand ça bouge ici, ils distribuent de l'argent à plein de groupes, plein de petites élites, plein d'aristocraties ouvrières locales, plein de groupes différents culturels, etc., pour un petit peu tout verrouiller, nos quartiers populaires, nos masses, etc. Et donc, dans ce cadre-là, l'étude concrète du continent et des réalités africaines, c'est une nécessité pour désarmer notre propre impérialisme. Et dans le sens, l'objectif, c'est pas de dire, l'objectif, c'est bien de justement marteler le fait que notre ennemi, il est unique. C'est-à-dire que les réalités sont parfaitement différentes. Chaque pays a une réalité, et particulièrement quand on compare la relation entre les classes travailleuses françaises et les classes travailleuses en Afrique vis-à-vis de l'impérialisme français, la relation, elle est complètement différente. Et pour autant, on a le même ennemi qui nous opprime de manière très différente, et dans certains cas de manière bien plus gentille avec les masses que dans d'autres, mais pour autant, l'ennemi, il est unique, et il est commun. Et du coup, si ça, pour moi, ça doit être la leçon un petit peu universelle à ressortir de tout ça. En tout cas, nous, la leçon pour du coup, au sortir de la conférence, qu'est-ce que l'on fait, nous, depuis la France, pour tenter de permettre du coup, à tous les peuples africains de se révolter, mais surtout, comment est-ce qu'on fait pour utiliser leur révolte, pour nous aussi régler nos contradictions internes, pour nous aussi prendre le pouvoir, pour nous aussi prendre enfin en main notre destin sur le sol où on habite. Et dans ce cadre-là, moi, j'aime bien, j'ai un camarade qui me répète en permanence la fameuse citation d'Ho Chi Minh sur l'impérialisme qui serait comme une pieuvre, et du coup qui est une métaphore assez intéressante, c'est-à-dire il y a un ennemi unique et ensuite qui a des tentacules. Et en plus, moi je trouve l'image des petites ventouses sur ses branches, elles sont assez intéressantes parce que pour moi, ça décrit trois réalités.
D'un côté, il y a la pieuvre qui s'appuie sur ces métropoles impériales, qui va distribuer les ressources qu'elle pompe ailleurs pour bien avoir une pieuvre, une tentacule d'appui d'un côté. Et de l'autre côté, il y a deux choix. Quand on est du côté colonisé, soit on accepte que les ventouses, elles viennent aspirer toutes nos ressources, soit on décide d'entrer en révolte et la tentacule, elle vient nous enserrer. Et dans tous les cas, ce que ça décrit cette métaphore, pour moi, il y a trois leçons à tirer malgré les trois relations qu'on peut avoir face à une puissance impérialiste. Il y a trois leçons justement qu'on peut tirer. Premièrement, du coup, la lutte sociale en métropole, elle est comment dire, pour être résolue et pour pouvoir être vraiment aboutie, c'est-à-dire non seulement pour demander une hausse de salaire de 10%, mais pour demander le fait que non, l'exploitation capitaliste doit cesser et on doit pouvoir reprendre en main le contrôle et les décisions sur notre mode de production, sur notre processus politique. Ce serait d'actualité, reprendre le contrôle de la liberté de presse, empêcher les milliardaires et les capitalistes de posséder la presse, etc. Pour qu'on puisse aller dans ces directions-là, on ne peut pas se contenter de juste demander des miettes et de se coordonner juste une offensive temporaire pour demander des miettes. Il faut au contraire bien comprendre que le rapport de force, il se joue à long terme, il se joue à l'international et il se joue en particulier dans les pays. En ce moment, on voit bien que la plus grande offensive qu'affrontent les puissances impérialistes, ce n'est pas les mobilisations dans les métropoles, c'est les révoltes à travers tous les continents anciennement colonisés, actuellement sous le joug soit de la prédation impérialiste, soit même de systèmes néocoloniaux. Et du coup, notre lutte en métropole, elle doit inconditionnellement se placer en soutien des luttes anti-impérialistes sur l'ensemble des continents exploités. Deuxièmement, la résistance qui est en train de se produire dans les continents anciennement colonisés est en train de préparer une crise gravissime et en fait quasiment jamais vue à l'échelle impérialiste. Il y a eu les mouvements d'indépendance et puis ils se sont dit oh là là, si on prend les devants, on leur distribue des fausses indépendances, on met nos cadres, etc. En fait, même ça nous coûte moins cher et on garde quand même le contrôle sur les ressources et les systèmes. Ok, on doit abandonner le processus de tout ça va devenir la France, tout ça va devenir la Grande-Bretagne, un grand empire universel, blablabla. Mais du coup, on passe à au contraire un système qui a été en crise mais qui a réussi à retomber sur ses pattes. Ils ont eu leur propre rebasculement, les rapports de force ont un petit peu changé, mais globalement l'impérialisme a parfaitement repris le pied après les processus d'indépendance. Et ce qui se produit en ce moment, c'est au contraire en train de creuser. Donc il y a, face à l'impérialisme, se retrouve à être associé des forces qui non seulement étaient donc des forces socialistes, etc. Mais là, tout le monde, quand il commence à prendre conscience de quelle est l'impasse dans laquelle se trouve mon pays, arrive à la même conclusion. Mais il suffit de faire sauter le cadenas impérialiste pour être capable, enfin même, peu importe si on va aller dans la direction d'un capitalisme national, d'un régime socialiste, d'un régime communiste, etc. Toutes ces différences d'analyse en fait deviennent étonnamment secondaires et il commence à s'articuler un espèce de grand front international. Du coup, et on le voit de l'autre côté, le corollaire de tout ça, c'est que l'impérialisme essaye de réagir. Et du coup, donc ma première leçon, c'était la lutte sociale doit nécessairement se placer en soutien des luttes anti-impérialistes. La deuxième, c'est qu'il y a une crise gravissime, une crise majeure de l'impérialisme général qui est en train de se préparer. Et troisièmement, c'est le corollaire de la deuxième conclusion, c'est que la preuve impérialiste va se préparer. Du coup, une fois qu'il y a toutes ces tentacules qui étaient censés piocher des ressources en Afrique et sur les autres continents, et si ça s'est remis en question, elle va se préparer. La conclusion logique, c'est qu'elle va se mettre à serrer plus fort le cœur et la classe travailleuse en métropole impérialiste pour financer une offensive militaire pour ensuite revenir replacer ces tentacules. C'est-à-dire tenter ici d'extraire des milliards pour verrouiller tout le front interne, donc mettre en place un système, et on le voit, donc pour moi ça a deux dynamiques. La première, c'est que cette offensive contre notre propre classe travailleuse au centre de la métropole, c'est la fascisation, et deux, la militarisation générale. La fascisation, c'est, ok, avant on distribuait du fric, on autorisait des petites oppositions à se déployer, puisqu'au final, tout le monde avait l'impression qu'il y avait un truc, le droit à l'opposition, donc malgré tout, on s'opposait un petit peu, puis on rentrait chez soi. Et là, c'est fini, on ne peut plus tolérer la moindre opposition, toutes nos ressources doivent partir à la guerre, donc la moindre opposition, ça dégage. Donc c'est ce qu'on voit avec la fascisation. Et de l'autre côté, la militarisation générale du continent. Et donc ça, je veux prendre un petit peu le temps de m'arrêter sur deux points. Le premier sur la fascisation, parce que c'est assez intéressant. Quand on allume la radio en France, on entend tout le temps parler de le nouveau média racheté par Bolloré, la grève et la révolte des travailleurs de chez Grasset qui se révoltent contre la remise en main éditoriale, etc. Et du coup, de bien comprendre que tout d'un coup, Bolloré, c'est le plus grand acteur de la fascisation en France, et étonnamment, c'est le plus grand impérialiste qui récupérait tout son fric de l'extraction coloniale et néocoloniale en Afrique. Et tout d'un coup, on comprend bien que la révolte en Afrique a causé la fascisation en France. Et donc notre ennemi est affaibli, il faut s'en servir. Mais de l'autre côté, la militarisation. Une de ces phases justement d'offensive interne
contre la classe travailleuse de métropole pour préparer leur offensive contre les pays exploités. C'est la nouvelle, l'espèce de fausse crise à l'intérieur qui est en train de se produire de l'OTAN. On nous parle d'une nouvelle division de l'OTAN, une nouvelle offensive, une nouvelle Trump, il rebat les cartes, il veut détruire l'OTAN, donc l'Union européenne doit se réarmer elle-même, etc. Alors que le seul projet, c'est uniquement de pousser toute l'Europe à aligner milliards sur milliards, à détruire les hôpitaux, à détruire l'éducation, à détruire les universités, pour pouvoir financer une armée européenne qui n'est pas là pour défendre le sol européen, mais qui est là pour se projeter à l'extérieur des frontières européennes. Et donc dans ce cadre-là, chaque milliard, donc nous, pour justement soutenir toutes ces luttes et pour affaiblir notre impérialisme, au final, ce qui est fou, c'est qu'on n'a même pas besoin de gagner des grandes victoires. Déjà, ce qu'il faut, c'est à tout prix désarmer la moindre offensive. Chaque milliard dans leur budget qu'ils sont en train de signer chaque année, ils nous parlent de 30 milliards de crise, de 30 milliards de déficit budgétaire. Quand on regarde, c'est exactement le surplus qu'ils veulent attribuer chaque année à l'armée. Et du coup, dans ce cadre-là, il faut à tout prix, chaque milliard au final qu'on va enlever, ça va potentiellement être une offensive contre un pays africain, une offensive contre un pays colonisé. Et donc, il ne faut surtout pas tomber dans le piège de l'union sacrée. Ce n'est pas la France qui est menacée, c'est l'impérialisme, c'est notre bourgeoisie. Et dans ce cadre-là, il faut tous qu'on tire les leçons, il faut tous qu'on apprenne des peuples qui sont en résistance à travers le monde, que ce soit de Cuba à l'ensemble de l'Afrique, et en particulier avec les expériences au Sahel, en passant par la Palestine, le Donbass, la Corée, etc. Tout ça, c'est des offensives. Et nous, il faut qu'on désarme à tout prix notre impérialisme. Et on va se servir de ces résistances pour potentiellement faire tomber notre propre impérialisme. Et tout ça, c'est comme au taekwondo. Il faut se servir du mouvement de l'adversaire pour le faire tomber. Et tous unis, nous vaincrons. Et merci à tous les conférenciers d'avoir participé. C'était super intéressant.